Je comprenais pas au début, mais là, je vois clair. Dire oui à mes conditions, c'est enfin possible. Dire non. En ressources humaines, c'est pas juste une option, non, c'est rendu une compétence de survie. On est dans un monde du travail où les limites sont de plus en plus floues, hein? Alors, refuser une demande, ce n'est pas du tout un acte négatif, c'est plutôt un geste de leadership, un geste essentiel pour se protéger, pour protéger son équipe et au final, pour assurer la santé de toute l'organisation. Mais c'est quoi le coût réel de ne jamais poser de limite? Bon, ce chiffre-là, il nous donne une bonne idée. Une enquête de Robert Half Canada a montré que près de la moitié, 47 des professionnels canadiens, se disent en situation d'épuisement professionnel. Et qui est-ce qu'on retrouve parmi les plus touchés? Exactement, les équipes juridiques et les équipes des ressources humaines. C'est un véritable signal d'alarme. Ça nous montre à quel point la situation est urgente. C'est exactement ce que dit Donald Fleming, le président de M360 Leader. Il le résume parfaitement. Dire non en RH, ce n'est pas fermer une porte. C'est protéger ce qui compte vraiment, c'est-à-dire la confiance, l'équité et la santé des équipes. On voit tout de suite que le non devient un outil stratégique, un acte de protection. Alors, la question se pose. Pourquoi est-ce si difficile de dire non, surtout dans le domaine des RH? C'est là qu'on entre dans ce qu'on appelle le piège du oui, un genre de cercle vicieux où le fait de toujours être d'accord a des conséquences profondes, mais qui sont souvent invisibles au premier coup d'œil. Au cœur du problème, il y a vraiment une attente culturelle. Le professionnel des RH, c'est la personne qui arrange tout, qui apaise les tensions, qui trouve la solution. La pression de toujours répondre à cette image-là, elle est immense. Et en arrière de tout ça, il y a cette petite voix, cette peur d'être mal perçu, de passer pour quelqu'un de rigide ou de pas assez humain si on ose mettre une limite. Regardons ce décalage de plus près. Un oui qui se veut arrangeant, comme on va faire une exception, est souvent interprété comme une preuve que les règles sont flexibles, négociables. L'impact, on perd l'équité. De la même façon, quand on dit on va ajouter ce projet, le message qui passe, c'est que tout est prioritaire. Ça dilue les efforts de tout le monde et ça mène tout droit à l'épuisement. Bref, ces oui bien intentionnés finissent par créer des attentes qui ne sont pas réalistes et beaucoup de frustration. Pour que ça soit encore plus concret, parlons d'un gars réel. C'est l'histoire de Claire, une directrice des ressources humaines. Son histoire est vraiment un point tournant qui illustre à la perfection le coup de ne jamais dire non. Imaginez la scène une minute. Entre 50 et 60 courriels marqués « urgent » chaque jour. Jusqu'à 15 réunions par semaine et la plupart du temps sans ordre du jour clair. Une pression constante pour faire des exceptions aux politiques. Le résultat pour Claire était sans appel. Le sommeil qui se fait rare, l'irritabilité qui monte et pire encore, son équipe qui commençait à se démobiliser. C'est une situation que beaucoup de gens en RH peuvent reconnaître. Et c'est là que Claire a eu son déclic. Cette phrase, elle est tellement puissante. Elle a réalisé qu'en disant oui à tout, elle envoyait le message que tout était acceptable, sauf ses propres limites. Et par extension, celles de son équipe. Ça, c'était le moment où elle a compris qu'elle devait absolument changer d'approche. Pas juste pour elle, mais pour toute l'organisation. Alors, comment elle a fait pour reprendre le contrôle? Elle s'est tournée vers l'écosystème M360. C'est un système qui a plus de 15 ans d'expérience dans l'accompagnement des dirigeants avec un taux de satisfaction qui dépasse 99 %. Alors, Claire a suivi les étapes. D'abord, elle a bloqué du temps stratégique dans son agenda, du temps non négociable. Ensuite, avec le programme LPR, elle a bâti sa posture de leader pour affirmer ses décisions avec confiance. Chaque nouvelle demande était maintenant passée au filtre de ses priorités. Elle a même utilisé un outil pour montrer le coût réel des réunions, histoire de justifier ses refus avec des données. Et finalement, elle a aligné toutes ses priorités avec la direction. Comme ça, tout le monde ramait dans le même sens. Bon, maintenant qu'on a vu l'histoire de Claire, passons à des principes concrets que tout le monde peut appliquer. Parce que l'idée, ce n'est pas de dire non de façon sèche et cassante, c'est de maîtriser l'art du non bienveillant. Un non qui protège les limites, oui, mais qui préserve la relation en même temps. Le point le plus important, il est ici. Il faut absolument séparer la demande de la personne. Au lieu d'un « non, c'est pas possible » qui claque la porte au nez, on peut commencer par « je comprends ton besoin ». Juste ça, ça valide l'émotion de l'autre. Ensuite, on explique la contrainte, le cadre et surtout, on ouvre la porte à la collaboration. Regardons ensemble ce qu'on peut ajuster. La conversation continue, mais la limite, elle, est posée. Un non est beaucoup plus facile à accepter quand il n'est pas personnel, mais qu'il est basé sur des faits, sur du concret, en reliant le refus à une politique RH, à un objectif de l'entreprise ou même à la santé de l'organisation. La décision devient stratégique, elle n'est plus arbitraire. Ça dépersonnalise complètement le refus et ça renforce la cohérence de l'organisation. Ça, c'est une autre technique vraiment puissante, le non et. Au lieu de s'arrêter au refus, on ajoute une proposition, une alternative. Non, on ne peut pas faire ça et on pourrait explorer cette autre option. Le non arrête d'être un mur, un obstacle.
il devient plutôt une redirection, une invitation à réfléchir autrement. Et comme le dit Pascal Dubois, un coach exécutif, les enjeux sont énormes. Savoir dire non, ce n'est pas juste une question de gestion du temps. C'est une compétence fondamentale qui protège l'organisation contre le cynisme et la démotivation. Deux choses qui mènent directement à un fort taux de roulement. C'est une ligne de défense, c'est crucial. Bon, la théorie, c'est bien beau, mais par où est-ce qu'on commence, concrètement? L'idée, ce n'est pas de tout révolutionner du jour au lendemain, mais de faire un premier pas. Juste un, dès cette semaine. Voici un plan d'action simple et faisable. Premièrement, on identifie 3 situations qui reviennent tout le temps où le oui est un réflexe, mais où un non serait plus approprié. Deuxièmement, on prépare une réponse, un petit script pour chacune de ces situations. Et troisièmement, étape super importante, on a une conversation avec sa direction pour expliquer le pourquoi de ces nouvelles limites, en s'appuyant sur des données, sur des faits. Au bout du compte, il faut voir le non pas comme une contrainte, mais vraiment comme un cadeau. Un cadeau qu'on se fait à soi-même pour sa propre santé mentale. Un cadeau qu'on fait à ses équipes pour leur donner de la clarté et un cadre qui est juste. Et un cadeau qu'on fait à l'organisation pour la rendre plus forte et plus cohérente. Et c'est là que tout prend son sens. Le but, ce n'est pas seulement de comprendre intellectuellement le problème, c'est de s'activer, c'est de passer de la connaissance à l'action. C'est de développer les bons réflexes et la confiance qu'il faut pour changer les choses pour de vrai. C'est cette philosophie d'activation qui est au cœur d'une transformation qui dure. Finalement, apprendre à dire non de manière stratégique et bienveillante, c'est une des marques d'un vrai leader. C'est un chemin pour reprendre le contrôle, pour renforcer la confiance et pour bâtir une culture où tout le monde peut s'épanouir. La question, ce n'est donc pas de savoir si on peut se permettre de dire non, mais bien si on peut se permettre de ne pas le faire.